organisé ce séminaire de conférence sur les dérives sectaires en santé. C'est mon domaine d'étude, c'est mon domaine de recherche. Très modestement, ça reste une activité que je fais en plus de mon métier de kinésithérapeute pour deux raisons. La première, c'est que j'habite à Briançon, donc dans le nord des Hautes-Alpes. C'est une zone géographique qui est fortement touchée par les dérives sectaires en santé, comme tout le 0,5 d'ailleurs et le 0,4, ce qui fait que j'ai sous la main presque tous les jours des relations, des contacts avec des personnes qui sont engagées dans des dérives thérapeutiques, et à la fois qu'ils soient thérapeutes ou consommateurs. Ce qui fait que je passe du temps avec eux, parfois malgré moi, et que j'en profite pour explorer leur mode de pensée, leur mode de fonctionnement, et surtout leur cheminement. Donc, je vais vous présenter donc, le processus de dérive que vous connaissez bien, j'imagine, que vous n'êtes pas novice en la matière. Je vais vous le montrer un petit peu d'un point de vue, de mon point de vue, sur les points sur lesquels je tiens le plus à me pencher, à étudier, et avec pourquoi pas l'ambition, au final, de changer le cours du phénomène de dérives sectaires en santé, de dérives thérapeutiques. Mais pour cela, je pense qu'il va falloir passer par un voir autrement et un faire autrement. De quoi parle-t-on sur ce sujet? Donc, qui dit processus, c'est un cheminement. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est quelque chose de progressif. Il y a un début, une amorce, un captage de la personne. Il y a parfois aussi une demande, c'est-à-dire que je voudrais qu'on insiste beaucoup sur le consentement des personnes à aller vers les dérives thérapeutiques. Ils le font pour certains en toute connaissance de cause, ils savent les risques qu'ils prennent, mais ils y vont quand même. Ça, on le verra peut-être plus tard. Donc cette notion de groupe, cette notion d'installation, de captage, on peut le raccrocher à ce qui n'est pas tout à fait un biais cognitif, mais qui est un fonctionnement mental qu'on appelle l'escalade d'engagement. C'est-à-dire que la personne, quand elle commence à s'engager dans une action quelconque, ça peut être une partie de poker, ça peut être dans un casino de jeu, ça peut être une carte de fidélité dans un supermarché, c'est la même chose. Pourquoi en sortir? Pourquoi s'arrêter? Pourquoi ne pas continuer si on espère qu'il va y avoir une amélioration, si on espère qu'il va y avoir un gain? Pour le joueur de poker, c'est très compréhensible. Pour une thérapeutique, c'est un peu la même chose. On y reviendra tout à l'heure. Retenez bien cette notion d'escalade d'engagement, de laquelle il est difficile de sortir. Dans les dérives sectaires, les dérives thérapeutiques en particulier, j'ai listé ce qui me paraît intéressant. J'ai personnellement des points très particuliers sur lesquels je suis particulièrement attentif. C'est le discours antisocial. Évidemment, en bout de course, il y a l'atteinte au corps, l'atteinte financière, on est tous d'accord, c'est l'extrême. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les signaux à bas bruit, les signaux faibles de ces manifestations de dérives thérapeutiques. Donc je disais, le discours antisocial, le discours complotiste, mais soft, léger, et puis au-delà, l'incitation à l'insurrection, à la révolte, globalement. Et plus particulièrement, je m'intéresse beaucoup à l'addiction aux soins. Donc, à nouveau, on revient sur l'escalade d'engagement. L'addiction aux soins, je soigne des personnes qui viennent donc en kinésithérapie, mais qui par ailleurs fréquentent des thérapies donc complémentaires, et on peut observer leur relation qu'ils entretiennent avec cette thérapie complémentaire, et le fait qu'ils n'en sortent pas, une véritable addiction. Et je préciserai tout à l'heure un concept que j'imagine nouveau, et on en discutera ensemble. La petite lumière en bas, ce sont des idées que je vous propose, que je vous soumets, que vous pouvez garder en mémoire, vous pouvez essayer de développer ou essayer de comprendre. Je pense qu'il serait intéressant, je disais tout à l'heure, des extrêmes au niveau des victimes, l'atteinte au corps, l'atteinte financière, je ne vous fais pas de dessin. Ce qui m'intéresse, donc je disais, c'est les signaux faibles. Ne pourrait-on pas créer, ou au moins imaginer, une échelle graduée de victimisation avec des victimes, j'ai pas peur de le dire, des petites victimes, un début de victimisation, un début d'accroche, et le bout du bout, évidemment, qui se termine souvent très mal.
encore une fois, pour mettre en valeur le début d'accroche et pouvoir donner des actions là-dessus. Parce qu'il est encore temps de les récupérer ou d'essayer un peu de les reconvertir et de les faire revenir un peu dans la vérité. Donc encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est les petits signes pour freiner l'escalade d'engagement, comme on disait. Je fais une pause sur une notion qui reviendra aussi tout à l'heure, la dissonance cognitive. Vous connaissez cette expression, vous en avez entendu parler. C'est pour moi quelque chose d'extrêmement important et vous verrez, je le définirai dans la relation médecin-malade tout à l'heure. Pour l'instant, la dissonance cognitive, qu'est-ce que c'est? C'est quand se présente devant vous un phénomène qui vient heurter vos a priori, mais surtout vos certitudes, votre construction mentale sur une notion qui est bien stable chez vous. Vous rencontrez quelque chose, un autre phénomène qui vient perturber cette stabilité. C'est-à-dire quelque chose de nouveau, mais tellement nouveau que ça vous perturbe. Moi, j'en vois deux aspects intéressants. Le premier, c'est une dissonance cognitive culturelle qu'on trouve par exemple, je l'ai mis dans les films de David Lynch, Lost Highway, c'est un très bon exemple. On commence, on sait qu'on va être perdu. Donc on s'accroche au siège, on suit l'intrigue, on suit les personnages, on dit ouais c'est bon, j'accroche. Et au bout d'un moment, tout nous échappe. Et là, on sent comme un malaise. La dissonance cognitive, ça crée un malaise parce qu'on est perdu dans nos repères. Culturellement, c'est intéressant. Moi, j'aime beaucoup les films de David Lynch, mais il faut quand même avouer que c'est pas toujours très facile d'accès. On retrouve aussi cette dissonance cognitive, et c'est là que ça commence à nous concerner, dans la science, dans la recherche clinique, dans la recherche en sciences et en particulier dans la recherche médicale, où de temps en temps on trouve des concepts qui vont perturber notre façon de penser. Et là, donc, il y a deux façons de réagir. Soit on les intègre, on dit ok, c'est nouveau, c'est très bien, je l'intègre à ma pratique, j'en tiens compte. Ou alors, on offre un mécanisme de résistance parce que vraiment c'est difficile à admettre. Je vais mettre trois exemples, par exemple. Je commence par le deuxième. Aujourd'hui, grâce aux travaux de Lorimer Moseley, que je n'ai pas mis en référence, on sait que la douleur est générée, organisée et diffusée à 100% par le cerveau. Quand on est plutôt dans les anciens concepts de dire que la douleur part du périphérique et monte au cerveau, c'est difficile de se rendre compte qu'en fait c'est l'inverse qui se produit, et c'est le cerveau qui génère la douleur en périphérie. Ça peut perturber. Maintenant, une fois qu'on l'a admis, ça ouvre des perspectives thérapeutiques extrêmement intéressantes pour celles et ceux qui ont compris ce concept. Les étirements, par exemple, sont du temps perdu. Il n'y a pas d'indication d'étirement absolument, je dis absolument, nulle part. C'est du bien-être, basta. Ça aussi, allez dans quelques clubs sportifs, allez dans quelques lycées, avec certains profs de gym qui l'ont intégré, mais d'autres non. Allez balancer cette information, vous allez voir la réception, la dissonance cognitive que vous allez provoquer. Voilà, on l'a tous bien compris. L'idée à retenir, c'est qu'il faut comprendre ce concept, tout à l'heure, et savoir le gérer, savoir le supporter. Alors voilà, ça c'est le cœur de ma présentation, c'est vraiment la chose sur laquelle on va passer un peu de temps. C'est une proposition de concept. Elle existe peut-être déjà, ou peu importe, calquée sur le souvenir induit. Le trouble musculo-squelettique induit, TMS. Le trouble musculo-squelettique induit, c'est le problème de la vertèbre déplacée qu'on retrouve chez les ostéopathes. Demandez autour de vous, vous-même d'ailleurs, peut-être que ça vous est arrivé, moi ça m'arrive, bien entendu, la vertèbre déplacée. On ressent une douleur dans le dos et on va chez l'ostéopathe, il dit vous avez une vertèbre déplacée. On sait aujourd'hui, grâce à la science, que d'un point de vue biomécanique, il n'y a pas de déplacement. On sait aussi, d'un point de vue scientifique, que la douleur qu'on va ressentir dans le dos lors d'un faux mouvement, et bien en science, malheureusement, et c'est là que ça fait une dissonance cognitive, on ne sait pas clairement d'où ça vient. Si c'est un problème de tendon, si c'est un problème de muscle, si c'est un problème de contraction musculaire, on ne sait pas, c'est très variable selon les personnes, et les moyens de soigner ça peuvent être aussi très différents. Seulement les ostéopathes, ils vont réduire ce problème-là, qui est très fréquent, qui nous arrive tous à un moment donné, à une vertèbre a été déplacée. Et je vais vous la replacer. Je vais vous la remettre en place. J'ai ce pouvoir-là et je la remets en place.
En plus, il y a un petit cloque, un petit crack qui, on le sait maintenant, n'a strictement aucune signification. C'est une bulle qui éclate dans le liquide synovial. Le crack ne veut, d'un point de vue thérapeutique, rien dire. Donc on invente la vertèbre déplacée et on propose une solution. On va maintenant un peu plus loin. On va aller vers le bassin déplacé. Et là, je vous mets au défi. Vous m'appelez, vous me téléphonez si jamais vous avez la réponse inverse, mais vous avez 100% de chance. Si dans une discussion, quelqu'un vous dit « je suis allé voir l'ostéo », vous lui coupez la parole et vous lui dites « il t'a remis le bassin en place ». Ah ouais? Et oui. C'est systématique. C'est à chaque fois, vous allez voir l'ostéo, il vous remet le bassin en place. Même si vous y allez pour le cou, même si vous y allez pour un orteil ou une cheville. Il va jeter un coup d'œil à votre bassin, il ne va pas s'en priver. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que une notion de, encore une fois, d'invention de problème, le bassin n'est évidemment pas déplacé, ça ne fonctionne pas comme ça. Un véritable bassin déplacé, ça s'appelle une luxation, c'est le fauteuil roulant. Pourquoi le bassin déplacé? Réfléchissez 5 minutes. Pourquoi ce n'est pas systématiquement le cubitus qu'il remette en place? Parce que le cubitus, on s'en fout. Le bassin, qu'est-ce que c'est? Vous avez vu la position centrale? Je ne vous fais pas un dessin, c'est au centre du corps, ça distribue en haut, ça distribue en bas. Chez l'homme, symboliquement, c'est important. Chez la femme, c'est très important. C'est le siège de pas mal de problèmes, parfois difficiles à aborder, parfois difficiles à subir, et puis de toute façon, c'est l'origine du monde. C'est pas par hasard qu'ils se sont emparés de cette zone-là et qu'ils la maîtrisent. Ils inventent donc un trouble et ils en proposent la solution. Vous devinez un peu le pouvoir que ça représente derrière et la puissance de possession que l'on peut avoir sur les patients avec ce principe-là. Donc, je propose, on généralise ce concept-là, on l'appelle le trouble musculo-squelettique induit, on crée un problème et on propose une solution. Ça crée évidemment une dépendance aux soins, ça crée une addiction aux soins, un fil à la patte. Si en plus on rajoute avec ça un petit effet nocebo, vite fait, en disant « je t'ai remis le bassin, mais si ça ne tient pas, n'hésite pas à revenir. Si dans 3 jours tu as mal, tu reviens. » Le cerveau est bien programmé. Je ne m'étends pas aujourd'hui sur les biais cognitifs, mais en disant ça, on programme le cerveau qui compte le temps à la minute près, et 3 jours après, il refait péter une douleur. Comme par hasard. Cette suggestion que l'on va solliciter par le cerveau, qu'on pourrait appeler, qu'on appelle d'ailleurs effet nocebo, ils s'en servent aussi abondamment en ne rendant jamais définitif leur thérapeutique. C'est le fil à la patte, c'est la dépendance aux soins. Je voulais dire aussi pendant la présentation, je n'avais pas trop envie d'aller sur le terrain vous l'avez compris, hein, quand je dis l'atteinte au corps, je ne le détaille pas trop envie d'aller dans ce domaine-là un peu extrême. Je vais quand même parler un peu de chamanisme et de Père Gemeller, que je m'en suis toujours pas remis, de ce concept-là. J'étais largement témoin en présence de quelqu'un qui le faisait devant moi. Je trouve ça absolument complètement dingue comme principe. Ça illustre encore plus cette induction de problèmes. Le chamanisme, la Père Gemeller, vous avez entendu parler déjà un peu ou pas? Oui. Oui? Non? Nous sommes tous, à des degrés divers, touchés à un moment donné par de la déprime, un peu de névrose, un peu de... Voilà, un petit moral en berne, des creux de vague. Okay? Qu'est-ce qui se cache derrière ça, d'après cette théorie chamanique? C'est que nous serions tous assassins de notre jumeau ou jumelle in utero. L'œuf a été fécondé, vous me pardonnez le vocabulaire, hein, l'œuf a été fécondé 2 fois, donc il y a des jumeaux chez toutes les mamans enceintes, et à un moment donné, dans la vie intra-utérine, il y a un des deux œufs, un des deux fécondés, qui meurt, sous l'influence de l'autre. Donc nous sommes tous potentiellement des assassins, mais heureusement, ils ont la solution. Ça, je l'ai vu, j'étais témoin de ça, moi, je trouve ça complètement dingue, de prendre possession des personnes, et là, il faut vraiment sortir des moyens de lutte contre ça. Je continue sur les thérapeutes, en général, et je sors cette citation de Winston Churchill pour expliquer un peu cette attitude de thérapeute. Donc le problème de la société, c'est que les gens ne veulent pas être utiles, mais importants. Cette recherche d'importance, cette recherche de narcissisme, on cherche effectivement dans les thérapeutes à toucher le corps, à toucher les finances, gagner du fric, mais aussi à être important. On expliquera tout à l'heure avec le coupeur de feu qui donne en général pas de... Ils font ça de manière bénévole. En fait, ils ne sont pas bénévoles,
Ils en tirent un statut social qui n'a pas de prix, en fait. Ce besoin de célébrité, donc on le retrouve bien chez les thérapeutes. Remarquez aussi les reconversions professionnelles qui s'orientent très souvent vers justement des thérapeutes en tout genre. Et on peut avoir n'importe qui, des ingénieurs, des commerçants, qui ferment leur boutique et qui ouvrent une succursale d'énergétique ou de coupeur de feu en général. C'est une voie d'accès qui est quand même relativement fréquente. Donc je reviens un peu en arrière. Le mouton noir, je voudrais terminer aussi sur le mouton noir, c'est une notion qui est très importante, qui revient très souvent, notamment chez les parents, dans la parentalité, quand il s'agit de parler d'éducation aux enfants, pas forcément que dans les dérives thérapeutiques. La notion de mouton noir, c'est aussi, d'un point de vue social, en sciences sociales, un concept trivial, certes, mais très important. Je ne fais pas comme les autres, je ne pense pas comme les autres, je ne suis pas le cheminement des autres, je me mets à part, moi on ne me la fait pas. Ça ressemble un peu à du complotisme un peu soft, mais le syndrome du mouton noir aussi oriente beaucoup vers les thérapeutes. Il faut vraiment être attentif à ça. On en est donc maintenant passé à prévenir et essayer de comprendre le processus des dérives thérapeutiques. J'ai bien dit comprendre, essayer d'expliquer et de comprendre. Voilà une citation de Manuel Valls qui vous a peut-être pas échappé en 2016. Pour moi, alors il dit « expliquer, c'est déjà vouloir un peu excuser ». Cette citation, je la mets dans mon panthéon de la connerie, je suis désolé. Ils sont très nombreux à disputer la première place. Voilà, expliquer, c'est déjà vouloir un peu excuser. Pas du tout, c'est précisément le contraire. Plus on expliquera, plus on fera comprendre les méthodes utilisées par les dérives thérapeutiques, plus les personnes seront prévenues, pourront être, mieux renseignées et éviteront peut-être, on imagine, de tomber là-dedans. En tout cas, si elles le font, elles le font en connaissance de cause. Les coupeurs de feu, par exemple, qui impressionnent encore, on l'a évoqué parce que là, je travaille avec une équipe pluridisciplinaire sur une révision de parcours de cancer du sein en particulier, et évidemment, les coupeurs de feu arrivent. Ils arrivent, on les évoque, on y pense. Ce serait bien comprendre comment ils fonctionnent, le biais idéomoteur et la convergence des luttes. Quand le coupeur de feu et la personne veulent résoudre un problème de douleur, ils y arrivent. Le biais, il est mental, j'ai dit que j'en parlerai pas aujourd'hui, mais ça vaudrait le coup. C'est un biais qu'on appelle idéomoteur. S'ils veulent tous les deux obtenir un résultat lié à la douleur, ils y arrivent. Et si en plus vous vous rappelez tout à l'heure que je dis que le cerveau contrôle 100% de la douleur, il suffit de s'adresser au cerveau d'une certaine manière et il va de lui-même baisser d'un cran. Et la douleur va effectivement diminuer et tout le monde pourra le constater. Maintenant, le mécanisme, il n'est certainement pas énergétique, il est bien expliqué par la psychologie cognitive aujourd'hui. Je voudrais aussi insister, donc, si on veut essayer de comprendre donc, le processus, de bien comprendre le principe d'escalade thérapeutique. On commence par des petits signes, des petits contacts, et puis on augmente l'intensité de l'emprise. Ça, vous êtes bien, j'imagine, au fait de ce phénomène. L'effet placebo, qui va aussi beaucoup jouer, qu'on appelle maintenant l'effet de contexte. Quand on crée un contexte favorable autour d'une problématique de santé, on peut en améliorer les symptômes. Et c'est à ça, et je voudrais, voilà, ça aussi c'est important, c'est à ça que l'on peut réduire, que l'on peut limiter l'intervention des thérapies complémentaires, c'est qu'ils jouent sur le symptôme, ils ne jouent pas sur la maladie. Et on va essayer de les aider, les thérapies alternatives, à être persuadés qu'ils jouent sur le symptôme, qu'ils peuvent aider les patients à ce titre-là, mais qu'ils ne jouent pas sur la maladie proprement dite. Je passe, donc je redis, je l'ai déjà dit plusieurs fois, on peut intervenir, ils interviennent, donc les thérapeutes, sur le pouvoir d'amplification du cerveau ou de diminution du cerveau. Encore une fois, on les explique très bien ces phénomènes, non pas par des super pouvoirs, mais par des biais cognitifs. Dernière chose, j'y reviendrai un peu plus tard. Bon. Je vous propose cette équation du problème, que je dois en partie à Nicolas Pinceau, qui est toujours, je l'espère, directeur de l'école de Grenoble, qui est kinésithérapeute comme moi. Le patient, dans une relation médecin-patient, là aussi c'est quelque chose qui peut vraiment jouer sur le fait que des patients vont soi-disant être déçus par la médecine conventionnelle. D'où ça vient? Le patient, lui, il vient pour comprendre ce qu'il a. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Le clinicien, donc il peut être médecin, il peut être kiné aussi. Le clinicien, lui, il veut savoir.
Pour lui, je vais parler pour moi, quand j'ai un cas devant moi, quand j'ai une personne qui vient se faire soigner, j'ai une personne, on est d'accord, j'y fais attention. J'ai surtout un cas sur lequel je vais poser une théorie scientifique, une théorie, un schéma de thérapeutique que je vais tirer de la science et je vais le valider ou pas. Et ce qui fait aussi que ça me sauve un petit peu d'un certain narcissisme, parce que si ça marche, c'est pas moi, c'est pas ma personne qui a sauvé le patient, c'est que je valide ma théorie. Ça veut dire que j'ai bien appris et que je suis un bon élève. Et la satisfaction, je la trouve comme ça. Le clinicien, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il veut savoir, il veut résoudre un problème. Le patient, lui, il veut comprendre. Ça donne une dissonance cognitive. Ça aussi, c'est peut-être une nouveauté. Vous me direz ce que vous en pensez, c'est peut-être un peu audacieux de le dire, mais dans la tête du patient, cela peut provoquer, à mon avis, un malaise qui relève de la dissonance cognitive et qui fait que, derrière, il est déçu, on n'a pas répondu à son attente, et non seulement il est déçu, mais il se sent vraiment, il sent la séparation qu'il y a avec la théorie médicale habituelle. Vous comprenez ? Et il se tourne vers la thérapie alternative, parce que la thérapie alternative, il n'y a pas de dissonance cognitive. Je dirais qu'il n'y a jamais de dissonance cognitive. Il explique toujours ce que vous avez, il donne toujours des raisons, des origines, il rassure, il peut aussi faire peur, mais derrière, il propose des solutions. En tout cas, globalement, il répond toujours à cette question existentielle de la maladie. D'où son succès. L'idée à retenir peut-être, c'est qu'on peut essayer de réunir le comprendre et le savoir, que si le clinicien va un peu plus vers le comprendre, mais pas beaucoup, un tout petit peu. Je prends l'exemple du cancer du sein. Les patientes se plaignent souvent qu'elles font la chimio sans trop savoir ce qui se passe. En 2 phrases, on arrive à expliquer, à rassurer et à recréer ce lien de confiance et à diminuer cette dissonance cognitive. Donc, je l'ai déjà dit, la thérapie complémentaire s'adresse aux symptômes. Il faudrait que ces thérapeutes acceptent d'avoir ce rôle-là et uniquement ce rôle-là, mais ne pas traiter la maladie proprement dite qui revient à la science et à des preuves et à des probabilités de réussite. Je pense qu'il faudrait aussi forcer, je n'ai pas peur de le dire, forcer les thérapies alternatives à reconnaître leurs effets secondaires. Pour l'instant, c'est un déni, il n'y en a pas, c'est les médecines douces, soi-disant, ça n'existe pas, qu'elles reconnaissent qu'elles ont des effets secondaires. Même la méditation, la sophrologie, toutes ces choses un peu soft qu'on retrouve partout. Il y a des sophrologues qui reconnaissent leurs effets secondaires, je trouve ça très honnête et ça les valide bien. Surveiller et punir la dépendance thérapeutique morale, l'addiction, dont je disais tout à l'heure, qu'il faut vraiment dénoncer cette espèce de fil à la patte que les thérapeutes mettent à leurs patients, c'est pas honnête. Le surveiller donc et trouver un moyen de le punir. Et donc je l'ai déjà dit ça, de faire attention dans la relation médecin-patient, kiné-patient et toutes les autres relations, à ne pas créer de dissonance cognitive entre les attentes du patient et ce qu'on lui donne. Et puis enfin, une éthique. On est dans une salle qui porte ce nom, ça tombe très bien, l'espace éthique. L'éthique, nous, côté conventionnel, on l'a, l'éthique. C'est un objectif, c'est quelque chose qui nous quitte jamais. Y en a-t-il dans les thérapies alternatives ? Pas forcément. On doit les forcer à rentrer dans une démarche éthique. Dernière chose, pour améliorer ce contexte-là, c'est retrouver une confiance dans la science et surtout de mieux la comprendre et de voir que la science, qu'est-ce que c'est ? C'est de l'hypothèse, c'est de l'incertitude, c'est de la probabilité de résultat, c'est inconstant, on l'a vu tout à l'heure, avec des notions, je disais les étirements, ça vous peut-être fait bizarre, mais les étirements on s'en fout maintenant, alors qu'on en faisait à fond pendant il y a quelques années, vous voyez ? Donc c'est de l'inconstance dans la science, donc c'est ce malaise comme ça qu'il faut globalement réapprendre à tout le monde, pas forcément qu'aux patients, mais à tout le monde, et dès l'école. Et la deuxième chose encore très importante, le goût de l'effort. Un soin, il est actif. C'est pas l'éducation thérapeutique qui me dira le contraire, ça fait des années qu'il le répète. Le patient, il est participatif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il va faire un effort pour participer à sa guérison, à l'amélioration de son état de santé, et qu'il va donc pour ça penser contre son cerveau. À la fois pour lutter contre la douleur et à la fois pour dépasser et se donner des capacités d'aller mieux. Goût de l'effort, goût à la science, revoir le malaise lié à l'incertitude liée à la science. Il faut que les patients, il faut que les enfants, il faut que nous adultes, on soit tous à des degrés divers, de plus en plus familiarisés avec ça. Donc vous comprenez mon arrière-pensée, le boulot qu'il y a à faire à l'école.
avant-dernière diapo. Donc ça, c'est pour consolider, je cite encore Winston Churchill, qui disait « Je n'ai rien à offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur avant d'engager l'Angleterre dans la Seconde Guerre mondiale. » Je transforme cette phrase, j'ai la prétention de transformer cette phrase, je suis désolé, en disant que la médecine, elle offre du soulagement, ok, mais au prix d'efforts, de participation active, de motivation, d'engagement à aller mieux, parfois des effets secondaires, on ne va pas se les cacher parce que justement il n'y a pas d'action sans effets secondaires, et peut-être des échecs et à nouveau de nouvelles tentatives. Je m'assois quand même à côté de Winston Churchill quand même. Je vous confirme, ça sent la sueur, le whisky et le champagne. En conclusion, j'ai un peu tout mélangé dans cette conclusion, mais je crois que j'ai bien insisté. Les biais cognitifs, le cerveau, il règle quand même pas mal de questions autour des thérapies alternatives, ils s'en servent beaucoup. Réapprendre l'esprit critique, forcer à connaître les effets secondaires des thérapies complémentaires, réenseigner la science partout, notamment dans les écoles, bien se souvenir du trouble musculo-squelettique induit, ça paraît banal parce que tout le monde l'a vécu, je pense que c'est un énorme problème de santé publique, et puis banaliser, déconstruire, et bien expliquer comme le fait le GMP, merci Didier, merci à tous, les thérapies alternatives, comment elles fonctionnent. Merci. La problématique, c'est qu'effectivement, l'ostéopathe soulage. Et bien sûr, c'est un fait. C'est un fait. C'est ce qu'on appelle les soins non spécifiques ou spécifiques. Eux prétendent que c'est du spécifique, mais en fait, c'est du non spécifique. C'est une manœuvre corporelle qui peut effectivement soulager. Je n'ai pas du tout dit que ça ne soulageait pas. Ça soulage. Simplement, et c'est ce qu'on appelle toutes les manipulations corporelles, toutes les techniques de toucher qui fonctionnent très bien. Parce que, évidemment, il y a le cerveau qui va jouer son rôle. Et toutes les problématiques, je l'ai bien dit aussi, que l'on n'a pas résolues. Juste pour bien préciser les choses avec mes copains ostéopathes, l'ostéopathie, c'est la thérapie manuelle. La thérapie manuelle, elle a évolué. Elle est dogmatique pour l'ostéopathie. Il y a des ostéopathes dissidents qui ont choisi de faire de la science avec l'ostéopathie et de voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Donc ce sont des génies de l'ostéopathie, ils s'appellent Maitland, ils s'appellent Mulligan, ils s'appellent Cyriax, ils ont mis l'ostéopathie dans des études cliniques. Et ils ont créé ce qu'on appelle la thérapie manuelle. Pour le dire très brièvement, si vous voulez comprendre, dans l'échelle évolutive humaine, l'ostéopathie, c'est Néandertal. La thérapie manuelle, c'est Homo sapiens. Vous pigez, je trouve cette image, elle est sympa. C'est-à-dire que Néandertal, il s'est arrêté et il n'a pas évolué. L'ostéopathie, c'est ça. Elle s'est arrêtée, elle n'a pas évolué. Ce sont des dogmes. C'est écrit comme ça dans les manuels d'ostéopathie. Et ensuite, l'évolution scientifique a abouti à la thérapie manuelle qui utilise des techniques d'ostéopathie, mais avec une probabilité, encore une fois, probabilité scientifique, de réussite. Donc,